Connu comme le monarque le plus éblouissant de l'histoire européenne, Louis XIV possédait un physique impressionnant et un charme captivant, capable de danser le ballet pendant 6 heures d'affilée sans transpirer. Les ambassadeurs étrangers s'évanouissaient en sa présence. Parlant couramment 5 langues, il mémorisait les noms de 3000 nobles de sa cour. Cependant, un fait moins connu à propos de ce roi est que l'architecte de Versailles, admiré de tous, termina sa vie sous la forme d'une masse gangrenée de 140 kilos, corrompue et édentée. Ses propres courtisans revêtaient des masques parfumés simplement pour être près de lui, à cause de l'odeur nauséabonde. Les diplomates étrangers vomissaient lors des audiences royales. Je possède des dossiers médicaux secrets qui authentifient chaque détail troublant de la transformation de l'image divine de l'Europe en cadavre ambulant, un secret que les historiens français tentent de dissimuler depuis 450 ans. Si la vérité choquante sur la monarchie absolue vous échappe, cliquez sur « J'aime » pour que d'autres découvrent ce qui s'est passé dans l'enceinte du palais. Préparez-vous à dévoiler 3 révélations médicales glaçantes qui changeront à jamais votre perception de la royauté européenne. Imaginez le 6 mai 1661, au château de Versailles. Louis XIV, âgé de 23 ans, descend l'escalier de marbre, vêtu d'une robe de 15 kilos parsemée de véritables fils d'or. Une assemblée de 5000 personnes retient son souffle tandis que ce roi de 1,78 mètres, aux muscles saillants et aux cheveux noirs brillants, passe devant des miroirs vénitiens, dévoilant sa silhouette parfaite. Le soleil de l'après-midi filtre à travers les vitraux, baignant l'incarnation divine d'une lumière dorée. Sa voix puissante résonnait clairement à 45 mètres de distance. Les courtisans comparaient souvent ses yeux bleus éclatants à des étoiles filantes célestes qui semblaient transpercer l'âme. Lorsqu'il marchait, sa démarche assurée faisait résonner les sols robustes de Versailles. Son parfum masculin envoûtant avait un effet si puissant qu'il provoquait des évanouissements chez tous ceux qui croisaient son chemin, hommes comme femmes. Contrairement à cette première impression, le jeune roi Soleil n'était pas seulement une belle figure de proue de lignée royale. Louis XIV parlait couramment le français, le latin, l'italien, l'espagnol et l'allemand à 20 ans. Il surpassait ses propres professeurs d'escrime italiens, réputés pour être les meilleurs épéistes d'Europe. Le jeune roi pouvait exécuter un ballet pendant 6 heures d'affilée sans montrer aucun signe d'épuisement, et composer une poésie si poétique qu'elle émut aux larmes l'ambassadeur britannique, notoirement réservé, lors de ses représentations à la cour. Les prouesses physiques de ce jeune homme étaient quasi légendaires. Des documents judiciaires révèlent qu'il prenait 4 repas complets et 3 collations supplémentaires par jour tout en préservant sa musculature. Pendant 8 heures, il chassa le sanglier dans les bois de Versailles, puis dansa jusqu'à 3 heures du matin sans la moindre trace d'épuisement. Sa mémoire surpassait celle des hommes ordinaires, lui permettant de se souvenir de plus de 3000 nobles de sa cour et de leurs familles. La légende raconte que son appétit débordant allait au-delà de la nourriture, les serviteurs du palais remarquèrent discrètement au moins 12 femmes différentes participant à ses affaires mensuelles. Les diplomates étrangers étaient stupéfaits par son charme presque surnaturel. En entrant dans une pièce, Louis XIV interrompait les conversations, échauffait les cœurs et captivait même ses adversaires politiques. Cette époque était l'apogée de la monarchie absolue, et Louis XIV en était l'incarnation. Chaque matin, plus de 100 nobles se disputaient l'honneur de lui remettre sa chemise de soie lors de la célèbre cérémonie du lever. Ils se disputaient pour savoir qui aurait le droit de manipuler son miroir, qui pourrait lui fournir l'eau nécessaire à sa toilette et qui serait assez digne pour lui lasser les lacets. Le décor de la soirée offrait une nouvelle démonstration de grandeur royale, des hommes adultes rivalisant avec acharnement pour simplement éteindre sa bougie de chevet. Le château de Versailles servait de scène à cet acte divin. 10 000 courtisans se réunissaient chaque jour, chaque geste étant méticuleusement planifié pour un effet optimal. Tandis que Louis XIV traversait la galerie des glaces, sa présence divine semblait démultipliée à l'infini. Le marbre sous ses pieds avait été importé d'Italie à des prix équivalents à des millions de dollars aujourd'hui, garantissant au pas du roi Soleil l'écho de l'autorité impériale qui lui était due. Pourtant, au cœur de ces années d'or, des signes inquiétants annonçaient ce qui se préparait. Les dossiers confidentiels des médecins de la cour, décryptés seulement en 1987, révélaient des indices inquiétants que chacun ignorait volontairement. Louis XIV subissait quotidiennement 2 ou 3 lavements pour faciliter son transit intestinal, en raison d'une constipation chronique provoquée par 6 à 8 repas quotidiens, assimilés à une suralimentation compulsive. Les signes avant-coureurs étaient évidents, mais ignorés. Son haleine était putride, nécessitant de fréquents bonbons à la menthe poivrée pour masquer l'odeur. Sa peau était grasse et marquée par l'acné, dissimulée sous une épaisse couche de poudre blanche et de rouge. Les archives judiciaires révèlent des problèmes digestifs persistants nécessitant des soins médicaux quotidiens,
habilement dissimulé au regard du public par des protocoles judiciaires complexes qui présentaient la faiblesse comme un rituel divin. Le refus obstiné de Louis XIV de se laver était d'une importance capitale. Il se lavait seulement les mains et le visage chaque matin. Le reste de son corps fut rarement lavé durant toute sa vie, peut-être seulement 2 fois. L'année 1686 marqua un tournant inhabituel pour Louis XIV. Fidèle aux croyances médiévales sur l'eau et ses prétendus effets affaiblissants sur le corps et sa porte d'entrée pour les mauvais esprits, il choisit de la fuir. Considérant son odeur corporelle naturelle comme un symbole de puissance masculine et d'autorité divine, il refusa l'eau, ouvrant la voie à une déchéance inimaginable. Le 15 janvier, ce refus se révéla néfaste lorsqu'une excroissance apparut dans les parties les plus sombres et les plus humides du corps du roi. Le prince autrefois doré, qui se complaisait dans des danses nocturnes, était sur le point de se transformer en quelque chose d'abject, suscitant le rejet de ses courtisans. Ce changement, motivé par la vanité, fit de Louis XIV l'incarnation même de la déchéance humaine. Le docteur Guy Crescent-Fagan, qui causa involontairement plus de dégâts que la peste noire, diagnostiqua d'abord de simples hémorroïdes. Cependant, il ne s'agissait pas d'un simple problème médical, ce fut le début d'un calvaire de 30 ans qui allait dévaster le roi Soleil de l'intérieur. En une semaine, une légère gêne se transforma en une douleur atroce, semblable à un poignard rougeoyant à chaque mouvement du roi. Le 22 janvier, le gonflement avait atteint la taille d'une noix. Le 28 janvier, des saignements persistants rendaient les réunions d'état inconfortables pour Louis, qui avait besoin de coussins moelleux. Le 5 février suivant, des domestiques signalèrent une odeur inhabituelle provenant des vêtements royaux. Le 12 février, du pus et des excréments s'écoulaient continuellement par une ouverture formée près de son rectum. Imaginez l'infection la plus infecte que vous ayez jamais vue. Maintenant, imaginez cette horreur amplifiée par 100. Telle était la réalité pour l'homme le plus puissant d'Europe. Dans le palais, une odeur inouïe envahit les sens ou une puanteur nauséabonde qui hantait Louis XIV. Le docteur Fagan initia un traitement utilisant des techniques ancestrales, capables de rendre une chambre de torture plus agréable. Chaque jour, il administrait de multiples lavements d'eau froide, un supplice glacial. Pendant 6 mois, les registres du tribunal révèlent que le roi subit plus de 2000 de ces lavements, tandis que Fagan s'efforçait inlassablement de purger les intestins royaux des humeurs corrompues. Les lavements s'avérant inefficaces, Fagan recourut à l'utilisation de fer quaternaire brûlant ou des tiges métalliques chauffées jusqu'à devenir des braises, appliquées directement sur les tissus infectés, tandis que le roi était immobilisé par plusieurs courtisans. L'agonie résonna sur 3 étages du palais, mais l'infection persistait. Par la suite, une saignée forcée fut pratiquée, avec 500 ml de sang prélevés quotidiennement pour purifier son essence corrompue. Cependant, les traitements furent non seulement inefficaces, mais aggravaient l'état du roi. En tentant d'atténuer le problème, ils ne firent qu'empirer les choses. Des potions étranges apparurent, proposées par des charlatans prétendant posséder des remèdes miraculeux. Du sperme de taureau mélangé à du vin, du sang de taureau mélangé à des perles broyées, de la graisse de grenouille dissoute dans de l'eau de vie, chaque préparation étant plus répugnante et inefficace que la précédente. Malgré leur manque d'efficacité, Louis XIV, soucieux de préserver son image divine, s'y soumettit. En novembre 1686, la situation s'était tellement détériorée qu'elle ne pouvait plus être dissimulée. L'odeur était si intense que les diplomates étrangers commencèrent à inventer des excuses pour éviter de rencontrer le roi. Il fallait une solution radicale, qui allait donner lieu à l'une des interventions médicales les plus horribles de l'histoire royale. Charles-François Félix, le chirurgien royal, entra en scène un homme qui allait soit sauver le roi Soleil, soit mettre fin à ses jours. 1686, 18 novembre. Face à une tâche insurmontable, opérer le plus puissant monarque d'Europe sans anesthésie. Ni connaissance adéquate, sachant qu'un échec signifierait sa propre perte, Félix se prépara méticuleusement. Pendant des mois avant l'opération, il perfectionna ses compétences sur 75 prisonniers et volontaires, réalisant 3 à 4 opérations par semaine, perfectionnant sa technique sur des sujets humains non consentants qui n'avaient d'autre choix que de supporter la douleur. Il fabriqua un scalpel incurvé en argent unique, baptisé le bisturie à la royale, conçu pour inciser les parties intimes du corps du roi Soleil. Inaperçu grâce à des passages secrets, Félix et son équipe se réunirent dans les appartements privés de Louis XIV à 6 heures du matin en ce jour fatidique. En l'absence d'anesthésie, la douleur ne connut aucun répit, seuls 4 courtisans loyaux immobilisèrent les membres du roi et un bloc de bois qu'il serra pendant cette épreuve atroce. Pendant 3 heures exténuantes, le roi endura le supplice de l'opération, un exploit qui aurait brisé les âmes les plus faibles. Félix brandit son scalpel royal,
creusant le canal infecté, tandis que Louis XIV restait pleinement conscient de chaque incision. L'odeur nauséabonde qui se dégageait lorsque la lame perça la partie la plus profonde de l'abcès était si nauséabonde qu'elle provoqua des hauts-le-cœur chez 2 assistants chirurgicaux qui s'enfuirent. Du sang éclaboussa les draps de soie comme une cascade cramoisie à 2 reprises tandis que Félix creusait plus profondément, excisant les tissus gangrenés et noircis par la décomposition. À 9h15, alors que le scalpel approchait du coccyx, Louis XIV s'écria « Mon Dieu !» pour la première fois, un cri d'angoisse qui résonna à travers 3 étages du palais. Des notes chirurgicales de Félix, vieille de 300 ans, furent découvertes en 2007. Elles détaillaient l'extraction de plus de 200 ml de pus bleu-vert fétide, empestant les cadavres en décomposition. Les tissus infectés se détachèrent par morceaux, exposant les os érodés par un drainage persistant. Cependant, ce calvaire n'était que le début. À la fin de l'opération, après 3 heures d'agonie, Félix fit une révélation choquante, la plaie ne cicatrisait pas correctement. L'infection avait pénétré trop profondément et les tissus étaient gravement endommagés. En conséquence, le roi Louis XIV n'eut pas besoin d'une seule opération, mais de 4. La deuxième intervention eut lieu le 6 décembre, suivie de la troisième le 8 décembre, la dernière, la plus horrible, ayant lieu le 10 décembre. L'épreuve de 6 heures impliquait des découpes complexes pendant que le roi Louis était conscient, son corps retenu par 6 hommes tandis que Félix exécutait ce qui ne pouvait être qualifié que de « boucherie » à l'aide d'instruments chirurgicaux. 15 heures d'opération s'étalèrent sur 3 semaines. La quantité de tissu infecté excisé était suffisante pour remplir une grande coupe de vin. L'agonie ressentie dépassait l'entendement humain. Pourtant, la plaie persistait à s'écouler, dégageant une odeur nauséabonde, décomposant le roi Soleil de l'intérieur. Lorsque l'intervention chirurgicale fut terminée et que les plaies présentèrent des signes de guérison, les médecins de la cour proclamèrent un miracle. Cependant, ils avaient créé quelque chose de plus terrible qu'un simple problème médical. Ils avaient transformé Louis XIV en un homme dont le corps se décomposerait sans cesse, dont l'odeur deviendrait célèbre, et dont la décomposition physique exigerait des efforts croissants pour se cacher des regards observateurs de l'Europe. En mars 1687, les plaies chirurgicales étaient guéries. Mais ils avaient concocté quelque chose de bien plus terrifiant que quiconque aurait pu imaginer. Une fistule anale perpétuelle s'ensuivit, entraînant un écoulement continu d'excréments et de pus pendant toute la vie de Louis XIV. Autrefois réputé pour son parfum masculin naturel et captivant, le roi Soleil dégageait désormais une odeur rappelant la décomposition. Ce changement soudain et dévastateur poussa les diplomates étrangers, autrefois en compétition pour des audiences avec le roi d'or, à inventer des excuses pour lui échapper. L'ambassadeur vénitien rédigea des dépêches clandestines décrivant la cour du roi de France comme un charnier. L'odeur était non seulement nauséabonde, mais aussi irrésistible, nauséabonde et inéluctable. Louis XIV réagit en lançant ce que l'on peut qualifier de révolution parfumée la plus coûteuse de l'histoire de l'humanité, dépensant environ 2 millions de dollars par an en fragrances provenant des 4 coins du monde. Rose bulgare, ambre gris d'Arabie, santal indien, aucune dépense ne fut épargnée dans sa tentative désespérée de dissimuler l'odeur de son corps en décomposition. Le palais lui-même devint un colossal appareil à parfum. Toutes les 2 heures, des fleurs fraîches étaient échangées à Versailles, tandis que des cassalettes, récipients spéciaux, diffusaient une fumée parfumée perpétuelle dans chaque pièce. Fréquenté par le roi. Des domestiques étaient chargés de parfumer les meubles avant que Louis XIV ne prenne place. Les aliments étaient parfumés d'huiles aromatiques pour masquer son haleine. Cependant, même le parfum le plus puissant ne pouvait masquer sa détérioration physique. L'effet cumulé de nombreuses opérations chirurgicales et d'un exercice physique limité entraîna une prise de poids soudaine qui choqua même ses plus fidèles disciples. Pesant 75 kg en 1670, Louis XIV atteignit le poids stupéfiant de 120 kg en 1700, pour finalement atteindre le poids stupéfiant de 140 kg en 1710. Le roi, autrefois agile, eut besoin de 6 hommes robustes pour l'aider à monter à cheval. Son trône dut être reconstruit à 3 reprises en raison de sa croissance constante. Les portraitistes de la cour reçurent l'ordre de le représenter sous des angles stratégiques afin de dissimuler sa corpulence imposante. Pourtant, les visiteurs étrangers ne se laissèrent pas tromper. Un émissaire russe fit remarquer avec cinglant que le roi de France avait une odeur plus nauséabonde que mon cheval et se déplaçait comme une vache en travail. Le désastre dentaire de 1693 le déforma encore davantage, le rendant presque méconnaissable. Croyant que toutes les maladies provenaient d'une corruption buccale, le docteur Daquet arracha toutes les dents de la tête du roi lors d'une opération brutale.
Il n'y eut ni anesthésie ni instruments chirurgicaux appropriés, seulement des instruments métalliques rudimentaires et les cris d'un homme de 55 ans subissant une mutilation systématique. Le résultat fut horrible au-delà de toute description. Daquet déchira accidentellement une partie du palais supérieur de Louis XIV et lui brisa la mâchoire inférieure, laissant une ouverture permanente entre sa bouche et ses fosses nasales, provoquant des éclaboussures de nourriture et de vin par ses narines pendant qu'il mangeait. Son élocution devint pâteuse et inintelligible, obligeant les courtisans à se pencher vers son haleine fétide pour comprendre les ordres royaux. De la salive coulait sans cesse de sa gueule édentée. Accompagné d'une fistule anale et de son imposante corpulence, Louis XIV, autrefois monarque le plus admiré d'Europe, se transforma en une caricature baveuse, obèse et odorante de la royauté. Fait remarquable, la cour déploya de grands efforts pour entretenir l'illusion de sa perfection divine. Versailles établit environ 200 nouveaux protocoles visant à dissimuler l'état répugnant du roi. Un système de rubans de soie colorés informa les courtisans de l'état quotidien de Louis XIV. Les rubans rouges indiquaient l'évitement, car il souffrait. Les rubans blancs suggéraient une approche prudente, mais des masques aromatiques étaient nécessaires. Les rubans noirs signalaient une journée particulièrement difficile pour ses problèmes intestinaux. La célèbre cérémonie matinale du lever, autrefois une démonstration de grandeur royale de 2 heures, fut réduite à 30 minutes afin de minimiser l'exposition à l'odeur nauséabonde du roi. Lors des soirées modifiées, Louis XIV s'équipait discrètement d'une doublure en tissu absorbant pour gérer les fuites fistuleuses persistantes. De lourds rideaux stratégiquement positionnés masquaient le changement de ses sous-vêtements contaminés. Des ajustements minutieux de l'environnement étaient tout aussi cruciaux. Les fenêtres étaient subtilement ouvertes selon des configurations précises, permettant au courant d'air d'évacuer les odeurs du roi loin des invités. 500 fleurs fraîches étaient changées toutes les heures dans tout le palais. 50 appareils à parfum spécialisés, fonctionnant 24 heures sur 24, produisaient des nuages de fumée parfumée pour masquer l'odeur envahissante de décomposition. Les courtisans avaient pour ordre de toujours porter des pommandés, des boules remplies de substances aromatiques, lorsqu'ils s'approchaient du roi. Certains visiteurs commencèrent à inhaler à travers des tissus parfumés. Les nobles dames de la cour feignaient la maladie et se purgeaient après leurs rencontres obligatoires avec Louis XIV, attribuant leurs maux à des affections féminines plutôt que d'admettre leur malaise face à leur monarque. Les relations diplomatiques entre les nations étrangères se dégradèrent, les émissaires trouvant de plus en plus difficile de tolérer de longues audiences avec le roi de France. L'ambassadeur anglais demanda l'autorisation de discuter en plein air pour des raisons de santé, tandis que le représentant espagnol préféra envoyer des diplomates de rang inférieur plutôt que d'assister en personne. Plusieurs pays doutèrent de la capacité de Louis XIV à gouverner efficacement s'il ne parvenait même pas à maîtriser ses fonctions corporelles élémentaires. Malgré sa détérioration physique et ses tromperies complexes, Louis XIV s'accrocha fermement au pouvoir absolu. Plus son corps vacillait, plus il entretenait avec ferveur l'illusion d'une monarchie divine. Chaque rituel, chaque cérémonie de cour, chaque détail de la cour se transformait en une mascarade complexe, dissimulant la déchéance de leur monarque divin. Pourtant, rien de ce que vous avez entendu jusqu'à présent ne se compare aux horreurs qui engloutirent Louis XIV au cours de son dernier mois. Les épreuves qu'il endura en 1715 rendraient les récits précédents insignifiants. Ce qui attendait le roi Soleil dans ces derniers jours horrifierait même les médecins habitués à observer la déchéance humaine. Le 11 août 1715, à 4h30 du matin, Louis XIV se réveilla avec un cri d'agonie qui perça la paisible aube de Versailles. Sa jambe gauche lui semblait dévorée par des flammes internes. Le docteur Fagan, alors âgé de 72 ans et presque aveugle, fut appelé en urgence. Son pronostic ? Une sciatique due à une station assise excessive. Le médecin le plus incompétent de l'histoire de France était à 2 doigts de commettre sa dernière et fatale erreur. D'abord considérée comme une simple douleur nerveuse, elle s'avéra être le début d'une gangrène sénile, une affection qui allait progressivement ronger Louis XIV au cours des 3 semaines suivantes. Le 15 août, des taches sombres apparurent sur son gros orteil. Le 18 août, ces taches se multiplièrent et sa peau manifesta une sensibilité à la chaleur brûlante. Une odeur de pourriture, distincte de celle du pus et des excréments, emplit l'air le 22 août où une odeur glaciale synonyme de chair humaine en décomposition. Le 25 août, Fagan ne pouvait plus échapper à la vérité. La décoloration noire avait atteint la moitié de la jambe de Louis XIV. L'odeur était si intense que les domestiques perdirent connaissance en entrant dans la chambre royale. Les médecins modernes ont confirmé que Louis XIV souffrait de gangrène sénile sèche, une affection caractérisée par une mauvaise circulation et une infection pouvant être traitée par amputation. Cependant, suggérer une telle action,
celle d'amputer la jambe d'une personne se réclamant d'une nomination divine, semblait impensable. La terreur s'intensifia de jour en jour. Le 28 août, son gros orteil se détacha brusquement lors d'un changement de routine des bas du roi par ses serviteurs. Cortia s'évanouit à la vue d'os blancs exposés sous de la chair en décomposition. Le 30 août, la gangrène avait gagné son tibia, emplissant 3 étages entiers du palais d'une puanteur irrésistible. Étonnamment, contre toute attente, Louis XIV persista à régner. C'est ce qui rend la détérioration finale du roi Soleil si extraordinaire. Il gouverna malgré la décomposition physique de son corps. Il signa les décrets royaux d'une main tremblante, tandis que la décomposition progressait. Il accueillit les ambassadeurs étrangers tandis qu'une odeur de mort émanait de lui. Il prit des décisions militaires, la voix devenant de plus en plus rauque à mesure que la gangrène approchait de sa gorge. L'envoyé vénitien écrivit « Le roi de France expire lentement sous nos yeux », tandis que l'émissaire autrichien le décrivit comme « la scène la plus horrible que j'ai jamais vue ». Le spectacle eut néanmoins lieu, le public persista et les affaires de la monarchie absolue demeurèrent tranquilles, même lorsque le monarque lui-même se métamorphosa en cadavre vivant. Cortia revêtit des masques parfumés à son approche du roi. Les draps étaient changés toutes les 2 heures en raison des sécrétions de chair en décomposition. Une équipe tournante de vins domestiques accompagnait Louis XIV, mais de nombreuses demandes de transfert furent formulées, l'odeur putride étant insupportable. Si forte qu'elle se propageait jusqu'au palais, les visiteurs pouvaient sentir la décomposition du roi Soleil à des centaines de mètres. Les réactions internationales allaient de l'admiration à la terreur. Les cours étrangères envoyèrent des médecins étudier cette extraordinaire dégénérescence royale. Des médecins venus de diverses régions d'Europe se rendirent non pas pour assister au spectacle historique d'une disparition royale documentée, considérée comme sans précédent, mais pour y assister. Correspondances et lettres diplomatiques circulèrent abondamment, détaillant avec horreur le déclin de la monarchie absolue en temps réel et sur la scène internationale. Alors qu'août laissait place à septembre, la gangrène s'empara du mollet de Louis XIV, puis de son genou. Des morceaux de chair en décomposition se détachaient chaque jour lors des efforts de nettoyage et de pansement des zones infectées. Le membre du roi ressemblait étrangement à un champ de bataille, un paysage de tissus en décomposition, d'os exposés et d'infections persistantes qui résistaient à tous les remèdes médicaux contemporains. Le 1er septembre 1715, dernier jour, à 7 heures du matin, Louis XIV peinait à parler, la gangrène ayant ravagé les muscles de sa gorge. Il appela son arrière-petit-fils à son chevet et murmura d'une voix rauque, « Abstiens-toi de m'imiter ». Dans ses derniers instants de lucidité, il exprima un profond attachement à la guerre. Saint-Simon documenta les dernières heures du roi avec une précision méticuleuse. À 23 heures, le 31 août, Louis XIV était atteint d'une gangrène systémique à un stade avancé. Son corps déclinait, tandis qu'une décomposition tissulaire toxique s'étendait sur son côté gauche. Ces derniers mots, à peine perceptibles à travers sa gorge qui se dégradait, furent « Oh mon Dieu, à l'aide ! À l'aide !» À 8h15, le 1er septembre 1715, le cœur du roi Soleil cessa de fonctionner. Pourtant, même dans la mort, l'épreuve persista. Le corps royal se décomposa rapidement en raison de l'infection qui le rongeait depuis des semaines, et son corps en décomposition se gonfla rapidement davantage, les bactéries produisant des gaz. Docteur. En 1891, Maréchal procéda à l'autopsie royale 6 heures après la mort, à la hâte, car le corps commençait à se décomposer au point de ne plus pouvoir être examiné. Son rapport secret, datant de 2 siècles auparavant, révéla la catastrophe médicale. Tout le côté gauche du corps, des pieds à la tête, était gangrené, la peau se desquamant largement. Tous les muscles de la gorge étaient noircis par la décomposition, et les intestins, 2 fois plus longs que la normale, abritaient un ver solitaire d'une taille extraordinaire. Les embaumeurs se retrouvèrent face à une tâche insurmontable, car le corps de Louis XIV se décomposait rapidement, rendant impossible toute conservation traditionnelle. Ils revêtirent d'épais masques en tissu imprégné de parfum, mais de nombreux assistants, pris de nausées, se retirèrent malgré tout, révoltés. La corruption du corps nécessita des procédures accélérées, qui prenaient habituellement plusieurs jours. Par conséquent, les funérailles se transformèrent en un spectacle grotesque. Le cercueil dut être scellé à la hâte et renforcé de plomb, car le corps gonflait continuellement sous l'effet des gaz de décomposition. Durant la cérémonie, d'étranges craquements et gargouillis émanèrent du cercueil scellé tandis que le corps du roi Soleil se désintégrait. La dernière supercherie fut aussi élaborée que toutes celles de son vivant. Les déclarations officielles du gouvernement affirmaient que le roi mourut paisiblement après une brève maladie.
En réalité, pendant 3 semaines, il subit une décomposition atroce, son corps se décomposant tout en restant conscient. Cette horrible réalité fut jugée indigne d'être connue du public. Dans les 48 heures suivant le décès de Louis XIV, un effacement systématique des preuves commença. Le dossier médical méticuleux du docteur Fagan fut incendié. Le journal chirurgical du docteur Félix disparut pendant 3 siècles. Le rapport d'autopsie, caché dans des archives secrètes jusqu'en 1891, ainsi que des documents d'importation détaillant d'importantes quantités de parfums utilisés pour dissimuler la décomposition royale, furent entièrement effacés des archives officielles. Le roi Soleil autoproclamé, se vantant d'une nomination divine et d'un règne absolu, dont la grandeur était incarnée à Versailles, périt tel un amas de chair infectée et putréfiée, nauséabond et nauséabond. Comble de l'ironie, le souverain qui se croyait divin expira d'une manière plus dégradante que le plus humble paysan, son corps s'autodétruisant tandis que sa conscience demeurait prisonnière de l'horreur jusqu'à la fin. Ainsi, Louis XIV, autrefois salué comme le plus beau souverain de la chrétienté, termina sa vie dans des tourments putrides, son corps se consumant de l'intérieur. Contrairement à Versailles, monument glorifiant la monarchie divine, la disparition du roi Soleil fut un spectacle grotesque de chair gangrenée qui choqua même ses propres médecins. Les experts médicaux modernes confirment ce que les médecins du XVIIe siècle refusaient obstinément d'admettre. La tragédie aurait pu être évitée grâce à une hygiène de base et au traitement de la fistule anale. Au début, l'amputation aurait pu sauver la vie de Louis XIV, cependant, sa foi en une monarchie incontestée et en l'immunité royale divine l'a conduit à mourir comme une créature décadente, refusant les soins médicaux qui auraient pu prolonger son existence. Le paradoxe est stupéfiant. Le souverain qui s'est affirmé comme divin, a imposé la soumission de millions de personnes, a construit le plus grandiose palais d'Europe, a terminé ses dernières années comme un cadavre vivant, repoussant même ses propres courtisans. La doctrine de la royauté divine était impuissante face aux inévitables vérités humaines que sont la détérioration physique et la mortalité. Le règne de Louis XIV n'est pas seulement resté dans les mémoires pour sa grandeur royale, mais aussi pour avoir illustré l'impuissance d'un pouvoir illimité face aux réalités fondamentales de la mortalité humaine. À bientôt pour la prochaine enquête.